Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans le Maine-et-Loire, entre Bushman et Savenière, à la découverte d'un petit bout de terre sur Loire, l'île de Béhuard. Là, en allant tout droit, on va en direction d'où exactement, Michel? Direction de Béhuard et après, si on continue, vers Nantes, hein, on descend la Loire là. Hein. Puis on va s'arrêter un petit peu à Béhuard, l'île un petit peu magique. C'est la seule île qui est habitée sur la Loire. Comment vous l'avez découverte, cette île, hein? C'était en bateau. Alors, c'était pas un bateau de Loire, c'était un petit Zodiac. Et moi, j'ai trouvé ça très agréable. Moi qui naviguais, parce que j'ai toujours habité au bord de l'eau, et d'arriver à Béhuard en bateau, bien c'est un charme. On a l'impression d'arriver sur un coin désert, on accoste, puis après on est émerveillé par le petit côté sympa du village. En quoi cette île est particulière? Alors, elle est particulière parce que déjà, depuis 2000, la Loire est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est une des seules îles qui est habitée, qui a vraiment un village sur place. Vous avez un lien particulier avec le fleuve ou avec les fleuves en général, hein? J'aime bien naviguer un petit peu sur tous les fleuves, que ce soit en France ou à l'étranger. Et chaque rivière ou fleuve a son charme. La Loire, c'est un petit peu le côté majestueux, le côté Loire imprévisible, c'est un peu comme une femme. On l'adore, mais un peu dangereuse. Il faut faire attention à ses sautes d'humeur et tout ça. C'est ce qui fait son charme. Et c'est la raison pour laquelle vous avez eu envie de monter cette aventure de navette fluviale, hein? Les navettes fluviales, c'était fait avec l'Office du tourisme d'Angers, qui voulait faire découvrir toutes les communes qui sont desservies soit par un fleuve ou les rivières. Et en fin de compte, on fait les navettes, un petit peu comme un bus, mais au lieu de prendre le bus, on prend le bateau. Voilà, là on est à la pointe de l'île de Béhuard, là on arrive à Béhuard. Ouais. De côté droite, c'est la Guillemette, le bras de la Guillemette, et là la Loire. Bon, ça fait comme un peu, comme on dit, l'avant d'un bateau. Et à côté, là, vous avez les vignes, la Colette Serran, le vin de Savenière de Nicolas Joly. L'été, on passe par là, et l'hiver, on prend l'autre bras, ça change un petit peu de décor, mais une autre découverte qui est assez sympa, plus étroit. Et même les gens, ils font du footing, ils tournent autour de l'île à faire des footings. Elle est décidément unique, cette île de Loire, hein. Comme quand l'eau monte, ce qui arrive régulièrement. En période de crue, les habitants mettent alors en œuvre une solidarité légendaire. On dit même qu'ils l'attendent avec impatience. 5-6 ans qu'on n'avait pas eu d'eau comme ça. Non, là c'est... Bah, c'est une petite crue, hein. Tout ça c'est de l'eau de la Loire. Oui. Ah, quand ça déborde, hein, ça déborde de partout. On est dans les prés là. La route elle est là-bas, regardez, on voit presque le goudron. Là il y a 1,50 m, ça vous revient. Là. Les pompiers en général, comme là ils connaissent pas le coin, on nous appelle avant et on leur fait voir par où passer au plus court. Quoi. Et quand on est arrivé là il y a 25 ans, il y a eu une crue et ça a duré 3 semaines. Et c'est un peu ça qui a commencé que je rends facilement service à tout le monde, parce que finalement, bon, je veux bien. Hein. Courrier de Béhuard. Je peux pas circuler en voiture, je suis désolée, ma voiture elle est pas en suivi. Recommandé, je l'ai avisé de plus. Hein, Ah oui, oui, ah oui, oui, Bon alors, Carole, je l'ai aperçu, Carole. Oui, Carole est partie à Rochefort. Ah bah c'est tout. Il leur fallait une petite crue. Ils aiment bien, oui, oui. Oui, Hein, il a habitude. hein, oui, oui. Bon, on continue. Merci bien. Toujours en tracteur. C'est ce qui va le plus vite. Hein.
C'est fatigant de marcher dans l'eau tout le temps. C'est plutôt l'entraide, hein, c'est tout. Pas... On a besoin, on appelle, c'est familial, quoi. C'est quelle zone déjà? Il y en a qui ont des petites têtes quand même. Il y a toujours des touristes. Hein. Ah oui, non, ça se fait pas quand on est à BER et puis qu'il y a des inondations, il faut toujours avoir les bottes. Hein. On est dans des zones qui peuvent être inondées, donc oui, il faut toujours avoir à l'esprit que l'eau peut venir dans les routes. Ouais. J'allais dire, les liens se recréent un petit peu. Là, ça fait 6 ans qu'on n'a pas eu d'inondation, les gens ne s'en rappelaient plus. Et bon, on a toujours besoin de son voisin, donc c'est bien, au contraire, il faut entretenir cet esprit-là. Ouais. C'est un peu la spécificité de BER, justement. Le 2, c'est chez vous? Le 2, c'est nous, ouais. Ah bah voilà. Merci bien. C'est votre première crue ou? C'est notre première crue, ouais. C'est super. En général, quand on arrive comme ça, on a droit à une crue. Mais oui, c'est notre visitage, on l'attendait. Mais c'est super, j'adore. On a acheté ici, tout le monde nous a dit, mais vous êtes malade, vous savez que c'est inondable. Mais bien sûr, on sait que c'est inondable. On n'achète pas à BER si on n'a pas envie d'être inondé. Voilà. Mais nous, ça fait 1 an qu'on est là et c'est top. Bah, on viendra quand même tous les jours vous apporter le courrier. Hein. Ah ouais, ça... Et puis un pain, si vous... Et un pain si vous avez besoin ou des trucs. Mais non, moi j'ai l'impression de vivre entre Venise et Bora Bora. Ça me bat. Bon, les couleurs, c'est pas la même, mais... Au cœur de l'île, il y a cette imposante bâtisse. Les premiers prêtres missionnaires s'y sont posés en 1952 pendant une quinzaine d'années. Depuis 1976, la maison diocésaine occupe une nouvelle fonction. Il est 7h30 ce matin et je m'invite à leur table. Bonjour. 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 Est-ce que je peux me joindre à vous pour le petit déjeuner alors? Oui, absolument. Hein. C'est gentil de Bienvenue, m'inviter. hein. Merci. C'est même pas un privilège que j'ai, parce que c'est l'objectif aussi de cette maison d'accueillir du monde, non? Oui, toute l'année. Maison d'accueil. Maison d'accueil, hein. Et c'est quoi l'objectif de cette maison? Dites-moi alors. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette maison? Alors tout d'abord, c'est un lieu de résidence pour quelques prêtres retraités. Et puis comme nous avons une vingtaine de places, il peut venir ici des gens qui veulent se reposer, qui veulent se ressourcer. Parce que nous vivons dans un cadre idyllique et les gens qui connaissent la maison en général reviennent. Elle a été installée sur cet endroit précis à Béhuard. Pourquoi, vous savez? Au départ, le prêtre a voulu fonder une école. Et c'était il y a combien de temps, dites-moi? Oui, c'était dans les années entre 27 et 28 que la maison a été lancée. Puis donc c'était d'abord une école avec une chorale de jeunes qui chantaient le dimanche à la messe. Et dans les 20-30 dernières années, en fait, ce sont tout simplement des laïcs qui sont venus Oui, on peut ici, venir pour une retraite spirituelle, avant un mariage, avant des communions et des grands moments dans sa vie. Mais on peut aussi juste venir parce qu'on aime le lieu et parce qu'on a envie de se poser un peu. Ouais. Ce qui est assez incroyable quand on arrive à Béhuard, c'est cette ambiance assez particulière. D'où vient toute cette spiritualité? Depuis la nuit des temps, ici, on venait implorer le ciel. Et donc les gens venaient déjà et ils ont continué à venir sur ce rocher. Alors au XIe siècle, il y a eu un tournant encore breton. Il n'y a pas que le rocher qui est breton. L'île a été donnée à un chevalier qui s'appelait Buard, et d'où est venu le nom de l'île. Et puis c'est vraiment au XVe siècle, avec Louis XI, qu'il y a eu l'énorme tournant, puisque lui, avant qu'il devienne roi, se promenait un jour sur la Charente avec un ami, et la barque dans laquelle il se trouvait a chaviré. Et Louis XI, qui avait des attaches avec l'Anjou, et en particulier Béhuard, a dit « Si je suis sauvé, je ferai bâtir une... » Oratoire? Voilà. C'est quand même impressionnant, hein? C'est là que nous célébrons à l'extérieur. Donc ça a été construit à la fin des années 20, en mémoire des soldats morts à la guerre 14-18. Et puis c'était aussi d'une façon pratique une manière de pouvoir accueillir beaucoup de monde.
parce que souvent on se pressait dans la chapelle, mais souvent autour parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la chapelle. Donc ce sanctuaire extérieur a permis de pouvoir accueillir les foules. Est-ce que le vin que fabrique Nicolas Joly, tout près d'ici, pourrait servir de vin de messe? Son prestige, en tout cas, est certain, aussi grand que la parcelle sur laquelle il est cultivé est petite. La coulée de Séran, c'est son nom, est patiemment élevée ici, dans les règles de la biodynamie. Sur les 7 petits hectares de la coulée de Séran, tout se fait à la main. On est des gens costauds, nous. Aux côtés des saisonniers, toute la famille Joly participe. Il y a Nicolas, le père et maître des lieux, Vincent, le fils, et Virginie, la fille. Pas question de rechigner à la tâche. C'est pour la bonne cause. La qualité, c'est toujours une bonne cause. This one should have stayed. Ça, il ne faudrait pas couper, idéalement. Elle est un peu jaune, mais elle est encore verte de ce côté, il faudrait la laisser. Et par contre, là, voilà une parfaite maturité, ça. Vous voyez, le raisin devient marron clair, ce qu'on appelle la pourriture noble, avec le Botrytis cinerea dessus. Et ça, il faut tout prendre. Ce lieu a toujours été un lieu prestigieux. On a Louis XI qui aime la coulée de Séran, on a Louis XIV qui vient la visiter, etc. Le lieu a toujours bénéficié comme ça d'une grande audience. Je pense que c'est lié à cette climatologie tout à fait particulière. Il faut un soleil réfléchi par l'eau et le brouillard de septembre, ça amollit les peaux, ça amène ce botrytis là qu'on cherche tellement. Un fleuve est un atout colossal pour la qualité d'un vin. Sur des cépages, je dirais, je connais moins les rouges, mais sur des cépages comme le chenin, je dirais un chenin sans Loire, c'est un chenin qui pleure. Mais derrière ces allures de poète pourrait bien se cacher une âme de sorcier. Quelques mois plus tôt, alors même que son raisin vient à peine de sortir, Nicolas Joly prépare une potion dont lui seul a le secret. Alors ça, c'est un mélange d'ail. Ça renifle beaucoup. Un mélange d'ail, de citronnelle de Java. C'est la base de cette science un peu obscure appelée biodynamie. Utiliser la substance des plantes pour entretenir les vignes, pulvériser sur les feuilles et les fruits, l'ail apportera vigueur et santé et la citronnelle chassera les indésirables. Des potions de cette sorte, Nicolas Joly en utilise des dizaines. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que la maladie vient sur des états de faiblesse. Très souvent, la maladie est un indicateur de faiblesse. Donc, en accentuant les forces de vie d'une plante, la maladie vient moins. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre un traitement que contre ceci ou contre cela. Alors, les préparations en biodynamie, c'est des préparations à base de plantes qui sont passées souvent dans un organe animal, pas toujours. Alors là, par exemple, vous avez la camomille qui est passée dans un intestin de vache et qui est enterrée 6 mois l'hiver. Alors ça paraît un petit peu fou ou sorcellerie. En fait, il faut comprendre que chaque préparation biodynamie est un catalyseur, un peu comme vous mettez le levain dans le pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut relier une plante à tout ce dont elles ont besoin. Donc effectivement, c'est un grand bouleversement sur le plan du marché des engrais, etc. Donc sur le plan économique, c'est pas toujours très bien vu. Posez votre seau dans le rang et café! C'était un lieu vraiment spécial, donc il méritait, je dirais, autre chose qu'une agriculture conventionnelle. C'est un nouveau savoir qui a fait un peu rire, qui fait encore rire, mais auquel de plus en plus de gens viennent parce que, je dirais, verre en main, le résultat est là. C'est un résultat qui est fait par la nature. C'est pas un résultat où on fabrique des bons goûts, mais fabriqué avec des levures aromatiques et souvent génétiques d'ailleurs. Pour moi, l'idée, c'est de revenir à la parfaite expression d'un lieu. Et ça, 7 hectares, c'est un peu petit, c'est un bijou. Je trouve que ça lui convenait très bien.
Je redescends de la colline pour longer le fleuve et retrouver quelques habitants de Béhuard, un sac à la main. Très soucieux de leur île, ils participent régulièrement à des actions de propreté, comme ce matin. C'est plus qu'une balade alors. C'est une journée éco-citoyenne. Voilà, une association. Oui, puisque c'est relié à Nature en Fête. Voilà, donc les différents villages participent à leur façon à cette Nature en Fête. Il n'y a rien du tout. Vous avez ramassé quelques petites choses Oui, c'est pas trop sale finalement. Non, l'île est propre, à peu près, elle est respectée par les touristes. On fait tout pour au niveau de la mairie, etc. C'est un peu normal parce que ici quand même la nature est à respecter. Il y a quelqu'un? Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Bon, alors je voulais prendre un petit café, mais je crois que j'arrive un peu Ah en oui, avance. un peu en avance, on est en train de faire des travaux. Voilà, on va refaire un petit café comme d'antan, avec une petite âme de village. Voilà, donc on va remettre des petites tables, des petits parasols, un petit esprit de Loire à l'intérieur. Voilà. Cool. Cool. Et c'est vous la nouvelle propriétaire? C'est ça. Donc Vous êtes voilà, et donc d'ici? ça va s'appeler le Café de la Place. On va l'écrire ensemble. Tiens. Le café de la place. Voilà. Le café de la place. Et c'était quoi auparavant? Un café cependant? Voilà, c'était le café de la bonne dame, je crois. Ouais. Ou de la Vierge, donc on va l'appeler café de la place. Et c'est votre sympa. métier de tenir des cafés? Ça va l'être. Ah, mon c'était pas métier. ça? C'est générationnel, mais c'était pas moi précisément, mais c'est de génération en génération. Voilà. Et vous êtes d'ici? Je suis des bords de Loire, je suis un peu originaire de Montjean, d'Angers, dans le coin. Et qu'est-ce qui vous a plu alors dans cette aventure? Le côté très très village. Hein. Voilà. Ça c'est vrai que pour le coup, le on côté est très village. très sérénité. Tu reviens dans combien de temps alors? Dans 3 semaines. Ça marche. Allons 3 semaines. Ok, merci. Travaillez Au revoir. bien. Francis Crambel est béhuardais et surtout c'est un poète. Juste en face de chez lui, sur l'autre rive, se trouvait un haut lieu de la poésie dans les années 40, l'école de Rochefort. Sur l'île de Béhuard, dans la maison du poète, il y a des regards, des mots et nos oreilles ce jour-là. La maison bardée de bleu, peinture fraîche, chantier mené à son terme. Le ciel dans son tissage blanc de nuages, jardin mouillé par les pluies, amis repartis, tout me laisse à ma solitude pleine et dense. Vivre est aussi clair que le jour qui va passant. En fait, on commence à écrire, si on en a le goût, à l'adolescence, quoi. Ça commence avec le journal, tous ces trucs-là. Ensuite, on est amoureux, on envoie des poèmes aux filles, on copie des poèmes de poètes. Et puis, j'ai même fait des faux, quoi. Envoyer du Verlaine à des copines. Oh, c'est beau. Quand il n'écrit pas, Francis Crambel sculpte. Quand il ne sculpte pas, il publie, édite ou organise des lectures. Quand tout commence, c'est un virus, quoi. On a le goût de ça, on a envie. Puis on rencontre les gens qui ont les mêmes passions. Moi, j'ai eu la chance de venir d'Alsace, dans cette région. Et là, même il y a 10 ans, habiter Béhuard, qui est à 2 km de Rochefort. Et pour moi, c'était génial, quoi. Sur la rive en face, on aperçoit Rochefort-sur-Loire, ville de poésie depuis 1941. En pleine occupation allemande, naît en effet un mouvement littéraire en réaction aux valeurs prônées par le gouvernement de Vichy, l'école de Rochefort. Les cahiers écrits par les poètes de ce mouvement sont conservés au centre poétique. René Guicadou disait... On l'a appelé l'école de Rochefort, mais en fait, c'était une cour de récréation, c'était une image, parce qu'il était, bien sûr, enseignant à un site. Et
C'était une manière de gommer le mot école qui lui semblait sans doute trop fort, quoi. La simplicité et la liberté qui émanent des poèmes de ce courant séduisent toujours les grands et les petits. Et demain encore, certains écoliers d'ici ou d'à côté apprendront les poèmes qu'enseignait Francis Crumble à ses élèves, comme cet automne de nos souvenirs. Automne, odeur de pluie de mon enfance, dernier soleil de la saison. À 7 ans, comme il faisait bon, après d'ennuyeuses vacances, se retrouver dans sa maison. Et retour sur la rive d'en face. Au bord de l'eau, tout au bout de cette île de 2 km², il y a cette guinguette posée sur les berges de Béhuard. Un retour au pays pour Jérôme Boidron, jeune entrepreneur, issu d'une famille de 6 générations de commerçants angevins, qui donne ici corps à son rêve d'enfant. Comment vous avez découvert cet endroit, Jérôme ? Cet endroit, je l'ai découvert avec un ami. Je revenais d'Asie et il est venu un jour. Il faisait super beau. C'était en juin 2013. Et je suis revenu dans la région. Ça faisait longtemps que j'étais sur Paris. J'étais venu voir mes amis. Il m'emmène ici, on fait le tour de l'île et je vois cet endroit qui était fermé. Une bâtisse, une belle bâtisse, mais tout était un peu en friche. Et je me dis, mais c'est un endroit merveilleux, on est devant la Loire, c'est splendide, je ne comprenais pas que ce soit fermé. J'ai été voir mon associé actuel et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que je fais ? Et il me dit, c'est plutôt toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Parce qu'il reste une semaine, tu vas changer de vie, tu pars d'une capitale pour retourner sur une île, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Et en une semaine, j'ai pris ma décision, j'ai laissé tomber ce que j'étais prêt à faire, donc à Place Victor Hugo, pour revenir ici et revenir m'installer dans ma région d'origine. Vous connaissiez Béhuard auparavant ? Alors je connaissais Béhuard auparavant par l'intermédiaire de mes grands-parents et mes arrière-grands-parents qui m'en parlaient tout le temps. Ça a résonné en moi toute ma jeunesse et je venais de temps en temps me promener ici, visiter le village. Ça a bien changé depuis quand même, mais c'est un endroit que j'affectionnais déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette île, hein ? C'est la seule commune qui est sur une île sur la Loire. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle fait partie de Natura 2000, Confluence, donc elle a un haut degré de protection. Tous les gens qui viennent ici, même pour s'y promener, souvent le dimanche, c'est des gens qui viennent se poser des turpitudes de la semaine et on recharge un peu ses batteries ici. C'est la fin de cet épisode et pour moi l'aventure de mes papilles qui commence, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour vous faire partager de nouvelles aventures en bord de Loire ou sûrement pas très loin. À très bientôt, merci pour votre fidélité.